Je tenais moi aussi à vous faire part de la fierté qui était la mienne ce soir de voir aboutir ce beau projet collectif. Et c'est également un plaisir pour moi de voir au sein de cet auditoire un grand nombre d'amis avec lesquels j'ai l'habitude, à ces heures avancées de la nuit, de partager des conversations à la teneur davantage éthylique que juridique. Que leur soit ici témoignée toute mon amitié. La question de l'hébergement d'urgence des personnes sans abri constitue, à n'en pas douter, une illustration topique des difficultés éprouvées par les pouvoirs publics pour garantir l'efficacité de certains droits consacrés par le législateur. C'est le décalage entre effectivité, opposabilité et efficacité du droit à l'hébergement, mais également du droit au logement, que je tenterai de mettre en évidence tout au long de ma contribution. Selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre pour 2017, il y aurait 4 millions de mal logés en France et parmi eux, 143 000 personnes seraient sans abri. Afin de prendre en charge ces personnes fragilisées, les pouvoirs publics ont depuis 1953 et progressivement mis en place une variété d'établissements médico-sociaux destinés à mettre à l'abri, généralement pour une courte durée, des personnes en situation de détresse extrême et privées de logement personnel. Les responsables politiques et associatifs dressent un constat unanime de la situation de l'hébergement en France. Tous les dispositifs dans notre pays sont saturés et ne peuvent faire face à l'afflux des demandeurs et à la diversité de leur statut. Deux déterminants peuvent expliquer cette situation. D'une part, une crise économique que notre pays et le monde entier traversent depuis maintenant une dizaine d'années, qui laisse derrière elle un nombre important de chômeurs et qui a conduit à la montée des expulsions locatives, entraînant de fait un afflux massif de personnes sollicitant des dispositifs d'hébergement d'urgence. D'autre part, à côté du facteur économique, on a également une recrudescence des conflits armés aux portes de l'Europe qui ont engendré un déplacement massif de populations à travers le continent, contribuant donc à la crise migratoire que l'on connaît aujourd'hui et qui ont obligé la France à adapter ses solutions d'hébergement. La réponse donc, des pouvoirs publics face à cette situation était double. D'une part, elle a introduit des investissements massifs dans les dispositifs d'hébergement d'urgence, ayant permis d'augmenter le nombre de places, mais également la qualité de l'accueil offert aux demandeurs. D'autre part, les pouvoirs publics ont réagi par le droit, et le législateur a consacré des droits, de nouveaux droits aux personnes dans leur relation au logement et à l'hébergement. C'est par exemple le cas, ce fut déjà le cas en 1982 avec la proclamation d'un droit à l'habitat, en 1989 avec la proclamation d'un droit au logement, qui aboutira finalement en 2007 avec la loi Dallot à un droit au logement opposable, mais également un droit à un hébergement opposable. Ce dispositif est doublé depuis 2009 d'un autre droit qui a été consacré, qui est un droit universel à obtenir un hébergement d'urgence et consacré dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, on le voit, le législateur a tenté d'inclure par les droits fondamentaux un certain nombre d'individus et de répondre à la question de l'exclusion sociale par l'inclusion par les droits fondamentaux. Cette proposition, même si elle paraît attrayante dans les faits, dans la pratique, en théorie, masque finalement n'a pas réussi à s'imposer dans les faits, dans la mesure où l'administration manque de moyens pour pouvoir rendre ces droits totalement efficaces. Donc l'objet de cette contribution, dans cette contribution, nous reprendrons consécutivement les droits consacrés par le législateur, donc d'une part le droit universel à l'hébergement d'urgence, d'autre part les droits consacrés par la loi Dallot, pour montrer à chaque fois qu'il existe une distorsion entre l'effectivité de ces droits, c'est-à-dire la possibilité de les invoquer en justice, et leur efficacité réelle. Donc, le droit universel à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale peu efficace. Ce droit a été, comme je l'ai dit, consacré en 2009 par la loi Boutin et a soumis les pouvoirs publics à une obligation de résultat, obligeant donc ces derniers à offrir des structures d'accueil et des solutions d'accueil à toute personne en situation de détresse, qu'elle soit médicale, psychique ou sociale.
Encore fallait-il, pour que ce principe acquiert sa pleine portée juridique, qu'il soit transposé du droit aux faits et que les justiciables puissent s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure contentieuse. Cela s'est produit donc 3 ans après sa consécration dans une ordonnance de référé de 2012, Fofana, qui a été commentée par Arnaud à la JDA. Et dans cette ordonnance, le juge acceptait de reconnaître que la carence de l'État à mettre en œuvre un droit à l'hébergement d'urgence d'une personne en situation de détresse pouvait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Donc le droit à l'hébergement d'urgence était consacré comme une liberté fondamentale. Immédiatement après cette affirmation, le juge tempérait le principe, puisque l'appréciation de la carence de l'État et de l'atteinte à cette liberté fondamentale résultait d'une confrontation de la gravité de la situation du demandeur, c'est-à-dire déterminée en fonction de l'âge du demandeur, de son état de santé ou de sa situation familiale, que l'on mettait en balance avec les diligences accomplies par l'administration en fonction des moyens à sa disposition. Finalement, par cette appréciation, le juge transformait ce qui était au départ une obligation de résultat en simple obligation de moyens. Cela s'est traduit dans la jurisprudence qui a suivi, puisque sur la 50aine d'affaires qu'il aura eu à traiter depuis 2012, lorsqu'est invoqué le droit à l'hébergement d'urgence en référé, le juge n'aura reconnu qu'à 2 reprises la carence de l'État. Donc finalement, si l'effectivité de ce droit a été consacrée, on s'aperçoit que les conditions fixées par le juge pour que l'atteinte soit reconnue et que la carence de l'État soit qualifiée sont tellement difficiles à remplir que finalement la responsabilité de l'État est atténuée et le droit concrètement n'est pas efficace. De plus, ce droit à l'hébergement a conduit à l'apparition d'une nouvelle forme de contentieux, cette fois-ci entre personnes publiques, une forme en quelque sorte de conflit négatif de compétences autour de la prise en charge de l'aide sociale. Je m'explique, les départements sont en charge de l'aide sociale à l'enfance et doivent trouver des solutions d'hébergement et prendre en charge les familles et les enfants lorsqu'ils sont âgés de moins de 3 ans. L'État s'occupant pour sa part des dispositifs d'hébergement généralistes et réservés aux demandeurs d'asile. Mais dans un contexte budgétaire fragile, on est dans une situation où les départements et l'État se renvoient la balle pour savoir qui aura à sa charge le fait de devoir héberger ou financer l'accueil de certains demandeurs. À titre d'illustration, on a une affaire dans laquelle le département de la Seine-Saint-Denis interrompt le versement d'une aide financière pour un hébergement à l'hôtel d'une mère et de ses 3 enfants, au motif que ces enfants sont désormais âgés de plus de 3 ans et qu'il ne revient pas de sa compétence de s'occuper de ces personnes-là. Donc il stoppe le financement et c'est à l'État de prendre le relais. Il y a un contentieux qui naît et le juge tranche et dit finalement, il rappelle dans un premier temps la compétence de principe de l'État en matière d'hébergement, mais soumet toutefois le département à une intervention supplétive en cas de carence de l'État. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les départements, au-delà de leurs compétences en matière d'aide sociale à l'enfance, doivent s'assurer, dans un souci de continuité de la prise en charge de l'aide sociale, qu'une fois qu'ils arrêtent leur versement, qu'ils arrêtent la prise en charge de demandeurs, ils doivent s'assurer que l'État a bien pris le relais et qu'il offre une solution viable aux demandeurs. Le Conseil d'État confirmera sa position à plusieurs reprises, il écartera même une QPC sur la question. Une QPC à ce sujet qui revendiquait une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et une atteinte au principe de compensation financière. Donc, finalement, on le voit, le droit à l'hébergement opposable, le droit universel à l'hébergement est universel dans les faits, opposable, mais manque cruellement d'efficacité, c'est ce que j'ai déjà dit. Nous allons désormais voir que c'est également le cas en matière de droit au logement opposable et de droit à l'hébergement opposable, c'est-à-dire les 2 procédures issues de la loi de 2007. Donc ces 2 procédures sont mises en œuvre de manière assez simple. Le demandeur doit formuler une demande qui va être étudiée par une commission de médiation départementale qui va déclarer si oui ou non sa demande est prioritaire.
S'il s'avère que la demande est prioritaire, alors le dossier est transmis au pouvoir public qui devront, dans un délai imparti, trouver une solution de logement ou d'hébergement aux demandeurs concernés. Toutefois, il existe un certain nombre d'obstacles au dépôt de ces dossiers, notamment des questions d'accessibilité, puisque les dispositifs de la loi DALO ne sont ouverts en principe qu'aux personnes titulaires de la nationalité française ou qui disposent d'un titre de séjour valide. C'est-à-dire que l'accès au logement n'est ouvert qu'aux nationaux. Les personnes étrangères ou en situation, les personnes étrangères n'étant pas en situation régulière sur le territoire ne pourront prétendre à l'obtention que d'un hébergement et pas d'un logement. Donc, d'une part, la nationalité qui empêche, qui limite les conditions d'accès, et d'autre part, les demandeurs doivent justifier, avant de saisir les commissions de médiation départementales, doivent justifier d'un certain nombre de démarches préalables qu'elles auraient faites et qui tendent à justifier qu'elles auraient tout essayé pour trouver un logement ou un hébergement et que finalement elles n'auraient pas réussi, faute de réponse des administrations concernées, et que du coup, elles se tournent vers les dispositifs de la loi DALO et vers le juge. Ces démarches préalables sont assez variées. D'une part, des demandes, l'obtention d'un numéro unique de logement social, le fait d'avoir effectué des appels répétés au 115. Quand on sait le taux de réponse du 115, il y a de quoi se décourager, et finalement la conséquence c'est que certaines personnes perdent leur éligibilité au DAO du fait qu'elles ont arrêté d'appeler le 115. Bon. Donc du coup, finalement, l'accès à la mobilisation de ce droit via les procédures qui sont imposées en amont est assez complexe. D'autre part, la décision des commissions de médiation qui vont déterminer si oui ou non la demande est prioritaire est totalement subjective, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur des critères qui, en gros, peuvent être résumés à un critère d'autonomie, c'est-à-dire est-ce que la personne à qui on va attribuer un logement est en mesure de pouvoir l'investir, est-ce qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir investir le logement, est-ce qu'elle dispose d'un état de santé satisfaisant qui lui permettra d'être dans ce logement. Donc tout ça est très subjectif et relève souvent de la bonne foi du demandeur. Donc on a trois situations au terme de l'étude par la commission de médiation. Soit la demande n'est pas déclarée prioritaire et le demandeur est débouté, il pourra intenter des actions devant le juge. Soit la commission pourra requalifier la demande, c'est-à-dire qu'une demande de logement pourra être requalifiée en demande d'hébergement. Ça soulève un certain nombre de problèmes, notamment le fait que, outre le fait d'envoyer un signal négatif au demandeur en lui disant bon, ben, vous n'aurez pas accès au logement qui vous permettra à moyen terme de vous inclure dans la société en quelque sorte, vous n'aurez accès qu'à un hébergement pour une nuit ou à peine un peu plus. Outre cette situation-là, elle tend également, cette requalification, à masquer le fait que l'État ne dispose pas de logements suffisants pour pouvoir offrir des solutions de relogement à tous les demandeurs qui déposent des dossiers. Enfin, le demandeur pourra être déclaré prioritaire, et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, son dossier sera transmis au service de l'État qui devra trouver une solution dans un délai de 3 à 6 mois pour le logement et de 6 semaines pour l'hébergement. Sauf que finalement, il y a un contentieux énorme sur cette question-là, puisque aujourd'hui, 60 000 demandeurs en France n'ont pas, au terme de ce délai de 6 mois, ne se sont pas vus proposer de solution de relogement ni de solution d'hébergement. Donc du coup, elles vont devant le juge, et le juge ne peut que constater la carence de l'État et le condamne, dans la plupart des cas, au paiement d'une astreinte jusqu'à ce que le relogement soit proposé. Sauf que donc aujourd'hui, depuis 2007, on en est à 90 millions d'euros d'astreinte payés par l'État, donc c'est une somme assez colossale, et l'on s'aperçoit que les demandeurs continuent d'affluer et qu'on n'arrive pas finalement à indiquer ce problème-là. Autre situation, et j'en terminerai là, il arrive de plus en plus fréquemment aujourd'hui que le contentieux naisse du fait que les propositions qui émanent de la personne publique ne correspondent pas
aux besoins du demandeur. Et dans ces cas-là, le demandeur peut refuser la proposition qui lui est faite par l'État, en disant, moi j'ai par exemple un demandeur qui a une famille avec 5 enfants, ne pourra pas, comme le disait Frédéric, vivre et être logé dans un appartement petit, s'il n'a pas, enfin il faudra une superficie par exemple qui sera déterminée en amont, et si la proposition de la personne publique n'est pas satisfaisante, le demandeur pourra légitimement la refuser. Donc il y a des refus illégitimes, quand la proposition est bonne, il n'y a pas de raison de la refuser, et donc le demandeur pourra perdre le bénéfice de sa priorité. Si le refus est légitime, alors l'État continuera à être condamné jusqu'à ce qu'il propose une solution satisfaisante. Donc on le voit, et ce sera ma conclusion, là il existe véritablement une inefficacité de ces droits, inefficacité même si... inefficacité que l'on ne peut pas imputer totalement à l'État, dans la mesure où il est vrai que des efforts financiers importants ont été effectués depuis de nombreuses années, mais les circonstances, la conjoncture fait qu'aujourd'hui les dispositifs sont saturés et que beaucoup trop de personnes dorment encore, sont encore sans abri et dorment dehors. J'en terminerai en disant que finalement la question du logement ou de l'hébergement est une réponse partielle à la problématique des sans-abri, dans la mesure où elle n'est que finalement un fragment d'un problème plus général, un problème d'une part de chômage qui frappe grandement cette population, un problème de santé aussi, puisque l'accès à la santé des personnes sans-abri est une problématique importante, et enfin un problème de désaffiliation des personnes sans-abri qui pour la plupart n'ont pas de papier d'identité, n'ont pas d'adresse postale, n'ont pas de compte bancaire, ce qui les handicape dans la moindre démarche administrative qu'ils tentent de mettre en œuvre. J'en ai fini, je vous remercie.